Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous les seuls à regarder les étoiles et à nous demander s'il y a quelqu'un là-haut? Aujourd'hui, les spécialistes enquêtent sur la question de différentes façons. Certains utilisent d'immenses radiotélescopes et d'autres des sondes interplanétaires ou interstellaires. Si nous trouvons des extraterrestres, seront-ils doux et tendres? Ou les premiers d'entre eux que nous contacterons seront-ils simplement des machines réplicantes dont les créateurs seront morts depuis des millions d'années? Certains des plus grands spécialistes au monde explorent la question et sont à la recherche d'E.T. Nombreux sont ceux qui sont restés éveillés la nuit et qui, en regardant les étoiles, ont songé à l'existence d'une vie extraterrestre. Dans une galaxie qui compte des milliards d'étoiles, dans un univers qu'habitent des centaines de millions de galaxies, sommes-nous seuls? Le caractère infini de l'univers est difficile à saisir, mais voici une image qui peut vous en donner une idée. Disons que le Soleil est de la taille d'une bille que l'on va déposer sur un trottoir de Manhattan. La Terre serait une tête d'épingle à 1,20 m de là et Mars 60 cm plus loin. L'étoile la plus proche, susceptible d'abriter une forme de vie intelligente, Alpha du Centaure, ne serait pas à 3 ou 30 mètres de là, mais beaucoup plus loin. Elle se situerait à Washington, à 300 km. Et l'étoile suivante pourrait être à 10 000 km, comme à Rio de Janeiro. Mais si nous rencontrions par hasard des voyageurs de ces différents points du cosmos, à quoi ressembleraient-ils? Seraient-ils plus ou moins comme nous, ou fondamentalement différents? Pourrait-il être étrange au point de n'avoir rien en commun avec ce que nous connaissons, ce que nous avions imaginé ou même redouté? Beaucoup de spécialistes pensent que cette recherche doit commencer en examinant précisément la façon dont la vie s'est manifestée sur la Terre à ses débuts. Au début des années 50, deux chimistes de l'Université de Chicago ont émis des hypothèses sur la composition chimique qui a permis l'éclosion de la vie. Le prix Nobel Harold Urey et un chercheur de son laboratoire, Stanley Miller, recréent en laboratoire les conditions de la soupe originelle. Ils injectent du méthane, de l'ammoniac gazeux, de l'hydrogène et de l'eau dans un système stérile de ballons et de tubes en verre, ces substances étant censées abonder sur la Terre lors de sa création. Si l'on met tout cela dans un récipient et qu'on y ajoute une forme d'énergie pour provoquer une réaction, que va-t-il se passer? Quelle réaction va-t-on obtenir? Miller et Urey déclenchent des étincelles entre les électrodes pour simuler des éclairs. Les résultats sont électrisants. Ils ont obtenu une sorte de matière brunâtre. Ils ont commencé à l'analyser et ils y ont trouvé beaucoup de composés organiques, dont certains étaient des acides aminés qui sont les précurseurs, les éléments de base des protéines. Les protéines sont quant à elles les éléments de base de la vie. L'expérience de Miller et Urey a démontré que les précurseurs des organismes vivants pourraient avoir reçu le signal de départ d'une réaction chimique. Or, ce type de réaction n'est pas limité à la Terre. Le méthane, l'ammoniac, l'hydrogène et l'eau sont présents dans d'autres objets cosmiques de notre système solaire, et même, selon de nombreux spécialistes, à travers tout l'univers. L'astronome Carl Sagan, en parlant de cette expérience, a noté qu'aucune autre n'a fait davantage pour convaincre les spécialistes que la vie pourrait prospérer partout dans le cosmos.
Mais la présence de l'eau est la clé de l'expérience. Une réaction chimique de ce type ne peut avoir lieu sans elle. L'eau est parfaite pour dissoudre les matériaux. Elle fait cela bien mieux que la plupart des autres liquides. Et elle permet de dissoudre toutes sortes de nutriments et de produits chimiques, des éléments qui peuvent agir comme des catalyseurs et qui suscitent la production de substances chimiques nécessaires à la vie. L'eau stocke très bien tous ces éléments chimiques. Sur la Terre, on trouve aussi de l'eau dans certains environnements extrêmes, et elle y abrite certaines formes de vie. Celle-ci prospère dans les océans à des profondeurs que la lumière du soleil ne peut atteindre, ou encore dans des crevasses rocheuses humides, en dessous de la surface de la Terre. Et même, par exemple, dans un ancien lac californien, dont le taux de salinité excède 10%, ce qui représente 3 fois celui de l'océan. Mais la vie terrestre a aussi besoin de carbone, qui était en fait la substance principale produite par l'expérience Miller-Urey. Toutes les formes de vie que nous connaissons sont composées pour une large part de molécules de carbone. La vie a besoin d'une certaine forme de capacité à créer des molécules longues qui puissent stocker l'information. Et le carbone est formidable pour construire des molécules longues. Ainsi, par exemple, la molécule de l'ADN est faite d'1 milliard de paires de brins porteurs de base. Une molécule d'ADN de l'une de vos cellules que l'on étirerait mesurerait 1 mètre de long. Une seule molécule de l'une des 3 milliards de cellules qui forment votre corps. On a donc besoin d'un élément qui stocke la quantité énorme d'informations nécessaires pour créer une créature comme un lion, un humain ou un arbre. Mais si la vie existe ailleurs, dans notre galaxie, ou même au-delà, est-elle née des mêmes conditions ? La vie extraterrestre serait-elle basée sur l'eau et le carbone ? Une vie intelligente serait-elle façonnée par l'ADN et les extraterrestres auraient-ils la même apparence que nous ? Peut-être serait-il un peu comme nous, mais ce serait vraiment une pure coïncidence. Prenez un écureuil. Il habite la même planète que moi. Il a un ADN. Et 70% de son ADN est sans doute semblable au mien. Mais il ne me ressemble pas. Alors pourquoi les extraterrestres me ressembleraient-ils ? Il n'y a guère de raison. Robert Hurt, chercheur à l'Institut de technologie de Californie, a passé du temps à réfléchir à d'éventuelles formes de vie extraterrestres. C'est un spécialiste de la visualisation scientifique. Il utilise des données transmises par le télescope de l'espace, Spitzer, pour interpréter les images des objets de l'espace profond et des processus qui s'y déroulent. Par l'imagerie, nous essayons de trouver des moyens visuels pour expliquer des concepts techniques complexes. Nous étudions les planètes qui sont autour d'autres étoiles, la façon dont se forment les étoiles et les nébuleuses, les processus qui se développent dans les galaxies et l'univers lointain, et nous remontons ainsi jusqu'au Big Bang. Robert Hurt a accepté pour nous d'utiliser les données scientifiques que nous avons pour imaginer une forme éventuelle de vie extraterrestre. Il a choisi comme lieu d'expérience Jupiter. C'est un vrai défi étant donné que la planète est en fait une boule de gaz géante. Nous avons ici une planète où il n'y a pour ainsi dire pas de sol. L'atmosphère est essentiellement composée de gaz d'hydrogène et d'hélium, bien qu'elle soit riche en composés organiques.